Bonjour, bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs. C'est la revue des Grandes Unes, la toute première édition de la semaine. La presse est disponible dans les kiosques ce matin, comme tous les lundis d'ailleurs. Des jours ouvrables. La nouvelle expression parle d'affaire Ayoub Tabé et compagnie, avec donc controverse sur la nationalité même des détenus, selon bien sûr le journal, alors qu'ils soutiennent ne pas être de nationalité camerounaise et revendiquent plutôt le statut de réfugié. Leur conseil demande au tribunal militaire de se déclaré incompétent et de remettre donc l'affaire entre les mains d'une juridiction de droit commun au Nigeria. Donc à découvrir en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de la nuit judiciaire. Le maire de Bafan en prison, convoqué le 11 janvier 2019 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance du Fondi à Yaoundé. Pierre Kwemo a été donc placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé Kondengui. En page 2 de ce numéro, le journal s'intéresse également à la malnutrition laisse à l'épreuve de l'ignorance. Selon le journal, la maladie persiste donc particulièrement dans cette partie du pays. Le corps médical indexe l'ignorance des populations. En page 7, le journal s'intéresse aussi à la nécrologie avec un autre milliardaire qui s'en va, Jean-Samuel Nuchungwing, dont le nom revient depuis plusieurs années sur la liste des plus fortunés du pays. Il a tiré sa révérence donc à Paris, en page 5 du journal. Et le journal s'intéresse sur l'opération douanière avec le Cameroun qui appartient d'ailleurs le Tchad. Un guichet des opérations tchadiennes donc est ouvert à Douala pour la sécurisation des démarches de transit entre les deux pays. C'est à lire dans le journal. La nouvelle expression de ce jour. Le Messager, pour sa part, s'intéresse à la justice et parle de Pierre Kwemo aux arrêts. Le maire de Bafan est donc incarcéré depuis le 11 janvier 2019 donc pour des faits de pillage en bande, en page 2 du journal. Le journal parle également du budget d'investissement public 2019, le journal des projets de la région du Nord, à découvrir de la page 5 à la page 11, et parle également du partage du gâteau national. Le Septentrion et Paul Biya en désaccord. Après le mémorandum du 21 septembre dernier, une marche pacifique organisée samedi dernier à Garoua a été donc interdite par les autorités. C'est en page 4 du journal Le Messager de ce matin. L'œil du Sahel parle plutôt de Yaoundé avec l'élite de la Damawa qui monte au créneau contre l'insécurité. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de Maroua, où le délégué du gouvernement sur un siège éjectable finalement. C'est dans le numéro en page 3. Et toujours dans le même journal, on parle bien sûr du Septentrion, dont les grands enjeux de l'année 2019, également à lire dans le numéro disponible de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse au pouvoir exécutif, dit et non dit, des nominations de Paul Biya. Par quel réseau, en tout cas, on peut s'accrocher ou il faut passer pour devenir ministre ou directeur général au Cameroun. Échange donc universitaire autour de la question à découvrir dans le journal ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire aussi. Et puis Cameroun Tribune parle de l'eau et l'électricité avec l'État, l'État qui allège les factures finalement, à découvrir dans le journal dès le 1er février et prochain, 1er février 2019, et tout au long de l'exercice budgétaire 2019, il faudra donc avoir consommé jusqu'à 220 kW d'électricité et aussi non plus de 110 kW comme ça se passait par le passé pour bénéficier d'une exonération de la TVA. Même chose pour l'eau potable au Cameroun aussi. Tout cela, des explications à lire dans le dossier de la page 8 à la page 9 du journal Cameroun Tribune de ce matin, qui a d'autres informations également à lire. Se fait un tour dans les kiosques. Le journal s'intéresse également. Il y a le journal Info Matin qui parle de nécrologie. Fouman Akam est mort hier à Genève, selon bien sûr le journal. Il s'agit de celui qui était âgé de 82 ans, l'ex-conseiller technique chargé des affaires judiciaires en tout cas, auprès du chef de l'État, qui était donc en train d'être admis en urgence dans un hôpital suisse et qui est donc finalement décédé. C'est en page 2 de ce numéro aussi à lire ce matin. C'est le journal Info Matin. Et puis Repère s'intéresse à l'affaire Kwemo Andie. L'UMS déporte donc le dossier sur le champ tribal et politique. C'est ce qu'on lit également dans le journal ce matin. Il y avait d'autres informations également. Mutation pour sa part parle de prise d'otages dans la Damawa. Conseil de guerre à Yaoundé. C'est le grand titre du journal. On peut découvrir tout un bilan fait par ces derniers, l'élite locale, qui s'est donc réunie hier à Yaoundé afin de proposer des solutions pour endiguer ce phénomène qui déstabilise notamment la région de la Damawa.
Plus de 300 personnes enlevées, 500 millions de francs CFA de rançon payés, 8000 têtes de bétail, de bœufs donc perdus en 2018. Toutes ces informations sont contenues dans le journal. Et puis on parle bien entendu de la crise en République centrafricaine voisine, donc qui aujourd'hui est citée comme principale cause du drame observé et constaté par ces derniers. C'est à lire en page 5 du journal Mutation de ce matin. Mutation à d'autres informations aussi, tout comme le SWAT hebdomadaire qui est dans les kiosques qui parle de l'opération Épervier. Ces pontes du régime bientôt interpellés. Ils sont anciens ministres et bien entendu anciens directeurs généraux également qui sont ciblés. Pour certains, les passeports ont été retirés et pour d'autres interdits de sortie du pays finalement. C'est à lire dans le dossier disponible de ce matin dans le journal Le SWAT hebdomadaire qui parle aussi de Malachi Manaouda qui est donc un surdoué aux commandes au ministère de la Santé publique. C'est le tout nouveau ministre de la Santé publique également. À lire dans le même journal disponible ce matin. Le Financier d'Afrique parle donc d'entreprise entrepreneuriat jeune avec le secteur porteur en 2019. Ces secteurs sont cités dans le journal Le Financier d'Afrique et d'autres informations aussi parlant des innovations fiscales. En 2019 également, le Cameroun, 10e pays africain du commerce en ligne. C'est ce qu'on dit dans le classement proposé par le numéro disponible ce jour. Et puis, le journal Intégration parle de la CAN 2021. Jeu de poker menteur entre des visages, des personnalités bien ciblées et proposé par le numéro de ce matin. Il s'agit bien sûr du chef d'État camerounais, et bien entendu le chef d'État ivoirien et le président de la CAF qui trompe qui de toute façon les responsables sont également, ou les responsabilités sont expliquées dans le journal Intégration de ce jour qui parle également de paranoïa avec Malabo qui ferme à nouveau sa frontière avec le Cameroun. Des informations que je vous invite à lire dans le journal Intégration de ce jour. On va terminer avec le journal Émergence qui parle d'alerte, crise anglophone. Déjà 437 000 déplacés internes donc dans notre pays. Ce sont là autant d'informations à lire dans la plupart des tabloïds de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et sur ce plateau pour commenter quelques sujets, Thierry Nyopé, bonjour. Bonjour Flavien Ndongo, je dis également bonjour à Benna Batana. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je n'étais pas là la semaine dernière. Voilà. Je dis également bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Merci d'être avec vous également ce lundi. C'est le premier jour de la semaine. Benna, bonjour. Bonjour Flavien. Meilleurs vœux à tout le monde. Je dis particulièrement un bonjour à la communauté bonéwane de Bonekwe, à Bonateki, au canton de Deido. Formidable. C'est une communauté qui est résolument tournée vers son développement et elle a entamé des actions citoyennes dans le but de développer cette grande famille. Vraiment, ils sont à encourager. Très bien. Merci à vous. Merci également à nos chers téléspectateurs qui prennent à l'instant le programme. Donc avec vous, nous allons faire le tour. D'abord, la nouvelle expression avec l'affaire Ayoub Tabé et compagnie. Controverse donc sur la nationalité des détenus, alors qu'ils soutiennent d'ailleurs ne pas être de nationalité camerounaise et revendiquent bien plutôt le statut de réfugié. Le Conseil demande au tribunal militaire de se déclarer incompétent pour permettre à ces derniers de se retrouver hors du pays, parlant notamment d'une juridiction de droit commun au Nigeria. En réalité, c'est à ce niveau que l'affaire s'enlise, parce qu'on ne peut pas comprendre, en fait, jusqu'à présent, le gouvernement ne semble pas comprendre cette démarche. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs de la scène socio-politique ne comprennent pas très bien la démarche qui a été choisie par les avocats ou le conseil d'Ayoub Tabé et compagnie. Mais une chose est sûre, c'est une affaire suffisamment grave. Il est clair qu'il y a quelques années, M. Ayoub Tabé était bel et bien camerounais. Il a travaillé dans une société publique de la place. Il a d'ailleurs occupé de hautes fonctions. C'est au terme justement de quelques affaires, on parle de malversation, qui s'est retrouvé hors de cette société et loin du pays. Maintenant, il s'est autoproclamé comme étant le président de ce pays virtuel qu'est l'Ambazonie, et il aimerait effectivement qu'il soit jugé à partir de cette nationalité-là. Moi, je pense que c'est une affaire suffisamment grave parce que s'il n'est pas de la nationalité, en fait, s'il n'est pas camerounais, et si on se rappelle qu'il était au centre de plusieurs annonces, il était au centre de plusieurs sorties qui ont entraîné tout ce que l'on enregistre aujourd'hui dans les parties anglophones du pays. Je crois que là, il mérite même que le châtiment soit doublé
Parce qu'on peut encore comprendre que les Camerounais bagarrent entre eux, que les Camerounais, en fait, ce n'est pas tolérable, mais on peut au moins se comprendre que les Camerounais bagarrent entre eux et qu'il y ait quelques hésitations entre Camerounais, mais il est inadmissible qu'un étranger s'amène au Cameroun, ordonne à certains de ses amis ou de ses affidés de tuer des Camerounais, et à partir de là, je crois qu'il mérite que le tribunal militaire le sanctionne avec la dernière énergie et qu'il soit, pourquoi pas, condamné de la peine maximale. Très bien. Est-ce que le traitement que la presse réserve à ce sujet permet de comprendre effectivement où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il en est concrètement sur cette affaire Ayoub Tabé et compagnie? Non, la situation s'enlise. Et il faut comprendre que les 10 personnes qui ont été arrêtées au Nigeria et conduites au Cameroun sont les idéologues du mouvement sécessionniste. Aujourd'hui, ils se réclament d'une autre nationalité qui n'est pas camerounaise. Mais dans leurs affaires, on a trouvé des documents camerounais. Sissoko Ayoub Tabé a une carte d'identité camerounaise que le tribunal militaire a trouvé par devers lui, qui peut-être a expiré entre-temps parce qu'il était en prison. Février dernier, on parle... Qui a expiré parce qu'il était en prison. De même que le docteur Fort Ngalafor, que ce soit Henri Kimen. On a trouvé des documents camerounais par devers eux. C'est-à-dire que formellement, ils sont camerounais. Ce qu'ils font là, c'est le dilatoire. Ils disent qu'ils sont des ambazoniens. Moi, je pense que jusqu'à ce que j'entre dans ce studio-ci, il n'y a aucun pays qui est dans les livres de l'organisation. Parce que nous sommes dans une civilisation. Aucun pays appelé Ambazonie n'existe dans les livres de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il n'existe pas un pays qu'on appelle Ambazonie pour le moment. Maintenant, ils se réclament de réfugiés politiques. On est réfugié politique par rapport à une politique organisée par un pays. Donc, ils sont réfugiés politiques par rapport à quel pays? Au Cameroun, bien sûr. Donc, s'ils sont réfugiés politiques par rapport au Cameroun, ils sont Camerounais d'abord, avant d'être des réfugiés politiques. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui prévaut au Cameroun. Mais c'est de cela qu'il est question. Le reste, il faut comprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est des idéologues. Ils peuvent faire, ils font en justice le dilatoire. Le dilatoire parce que c'est des gens futés. Voilà. C'est des gens futés, il y a parmi eux des avocats et autres. Et moi, je disais toujours, je dis toujours ici, que le problème anglophone n'est pas tant un problème militaire, c'est un problème purement idéologique. Ils ont eu le temps d'asseoir l'idéologie au sein des populations. Il vous souvient que ceux qui vont en brousse là, j'ai vu dans les vidéos là, comment on apprend un hymne. C'est un hymne? Un hymne. Un hymne aux petits-enfants. Ils appellent l'hymne de la République fédérale d'Ambazonie. Ils ont ancré dans le subconscient de ces enfants qu'ils sont des Ambazoniens. Il faut donc une autre idéologie pour leur faire savoir qu'en fait d'Ambazonie, ce n'est pas un pays légalement constitué et qu'ils sont des Camerounais. Il faut opposer à la force de l'argument, à la force l'argument de la force. Je crois que je suis un peu emballé dans cette histoire. Mais, en tout état de cause, il faut opposer à une idéologie, une autre idéologie. Parce qu'en réalité, on ne peut pas résoudre un problème par ses conséquences, mais bien par ses causes. Très bien. Donc, il faut trouver une stratégie de toute façon. Et on parle bien entendu avec des structures, des comités créés par le chef de l'État qui sont à la suite, qui apportent tout au moins, qui doivent proposer des solutions pour sortir de cette crise qui secoue les deux pays. C'est quand même il y a eu beaucoup d'avancées à ce niveau, même au niveau des gouvernants. Il y a beaucoup de commissions qui ont été créées. C'est vrai que beaucoup pensent que ce sont des coquilles vides qui méritent d'être réellement mises en mouvement. Il y a la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il y a également tout récemment une commission chargée du désarmement, de l'insertion et de la réinsertion des ex-combattants, qu'ils soient de Boko Haram, de la ceux qui ont attaqué le Cameroun du côté de l'Est avec la Séléka, ou qu'ils soient également du côté anglophone
toutes ces commissions ont été créées justement pour permettre... En fait, c'était une porte de sortie à ceux qui combattent au quotidien contre les forces loyalistes. Mais je continue à croire qu'il n'est pas possible. En fait, en réalité, Sissi Kouayouk Tabé et les autres, Bernard l'a souligné tout à l'heure, ont profité d'une idéologie pour revendiquer un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas beaucoup, ce sont des enjeux pétrolifères qui sont derrière cette affaire que l'on ne sent pas beaucoup présenter. D'aucuns parlent d'idéologie, parlent de la division du pays, sont allés jusqu'à parler de sécession. Il est clair que le pouvoir en place n'aspire pas à avoir une sécession dans les jours à venir. Mais on continue à croire qu'il y a beaucoup plus d'intérêt économique autour de cette affaire. Je vous rappelle que la presqu'île de Bagassi est une zone extrêmement riche en ressources naturelles et c'est une zone qui intéresse. Je vous rappelle d'ailleurs que la capitale de l'Amazonie, de cet état virtuel, est Buea. Et donc, quand vous regardez les calculs et vous vous rappelez en même temps qu'il y a quelques années encore, on parlait de ces conventions qui avaient été signées par une firme qui manipule beaucoup de personnalités et beaucoup de pays, qui créent même parfois des tensions au sein du golfe de Guinée, à savoir Kilimanjaro Capital Limited, qui avait signé un certain nombre d'accords avec Sissi Kouayouk Tabé. Et c'est à la suite de tous ces accords qu'il faut le souligner que la crise anglophone est véritablement née. Donc, il profite juste d'une crise idéologique, Bernard l'a souligné tout à l'heure, pour créer la zizanie. Mais le vrai problème en fond, c'est cette recherche du sous-sol assez intéressant et pétrolifère. Très bien. Alors, le traitement que la presse réserve, je voudrais dire, le journal La Nouvelle Expression ce matin parle plutôt de controverses sur la nationalité de ces détenus. Et on le voit d'ailleurs en page 3. On reste dans ce sillage de la justice et autres avec des ennuis judiciaires, parlant notamment de ce maire, le maire de Bafang, qui est donc en prison. C'est une interprétation, je voudrais dire, une instruction et même une détention provisoire selon La Nouvelle Expression. Le Messager, pour sa part, parle de justice. Pierre Kwemo, aux arrêts, le maire, depuis le 11 janvier, en tout cas, il n'est pas retourné à son domicile. Oui, on parle de fait de pillage en bande. La plainte a été déposée après pratiquement 9 ans. En réalité, c'est une vieille affaire. C'est une affaire qui date de près de 9 ans aujourd'hui. Je vous rappelle, peut-être pour restituer les faits, il ne s'agit pas d'une affaire... en fait, c'est une affaire de droit commun. Tout le monde l'a vu. À l'époque, il avait vendu des terrains à certaines personnes dont je n'aimerais pas citer les noms ici. Ces terrains ont été occupés et les propriétaires, les ayants droit, avaient estimé à un moment donné qu'il fallait rentrer en possession de leurs droits. M. Kwemo est descendu sur le terrain, saccager tout ce qu'il avait trouvé au regard des informations que nous avions jusqu'ici, laisser ses effets à la belle étoile, ce qui fait que le concerné a décidé de rester devant les juridictions camerounaises. Et 9 ans après, l'affaire a continué à suivre son cours. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit exactement. Ce n'est pas une affaire tribale, comme on l'a lu dans le journal Repère. Ce n'est même pas une affaire politique, mais il s'agit simplement d'une affaire de droit commun. Très bien. Et le journal La Nouvelle Expression, qui traite également de cette question, fait savoir que l'affaire est allée aussi rapide qu'il se retrouve finalement, il va juste répondre à déférer à une convocation et là, il n'a plus le temps de retourner à son domicile, il se retrouve en détention provisoire. Oui, tout à fait, c'est passé très rapidement. Il a déféré à une convocation. Après, on lui a dit, monsieur, vous êtes écroué à la prison centrale de Neubel. Après, il a eu un malaise. Il a été interné à l'hôpital général de Yaoundé. Parce que le dernier développement, c'est qu'il est interné à l'hôpital général de Yaoundé et qu'il est sous soins. Bon, maintenant, comme l'a dit Thierry, il a expliqué ce qui s'est passé. Il s'agit de pillage en bas d'Amé et autres là. Mais et que les commentaires, parce que ça c'est des faits. Les faits c'est ceux-là qui sont d'ailleurs pendant en justice. Mais les commentaires sont libres. Il y en a qui disent que voilà, c'est une affaire politique. Parce que le maire de Bafang est un homme politique, il est même un leader de politique, Union des mouvements socialistes, qui est son parti politique, et qu'il a été pris pour ses positions politiques. Ça c'est d'un. Il y en a qui parlent de tribalisme, qu'il a été pris. C'est d'ailleurs le titre de Repère ce matin, l'UMSD porte le dossier sur le champ tribaliste. Mais en tout état de cause, c'est une affaire qui est pendant, on fait confiance à la justice, qui va suivre son cours et qui va donner son verdict.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, les commentaires, ils sont libres. Hein. On a arrêté un maire, un responsable de parti politique, un responsable même d'une équipe de football et autres là. Les commentaires sont libres. Chacun peut commenter comme il veut, mais les faits sont là. Et que la justice est saisie de l'affaire et que on fait confiance à la justice. Très bien. Alors, le messager qui parle donc de Pierre Kwemo aux arrêts, avec notamment le maire de Bafang, donc, qui est incarcéré depuis le 11 janvier 2019 pour des faits de pillage en bande. La Nouvelle Expression qui parle donc d'ennui judiciaire, le maire de Bafang en prison. Européen qui parle de l'affaire Kwemo en D. L'UMS déporte bien entendu le dossier sur le champ tribal et politique. Ce sont là quelques faits que vous pouvez découvrir dans la presse ce matin. Autre chose, mutation s'intéresse en fait parlant de prise d'otages dans la Damawa. C'est une région qui connaît beaucoup de difficultés avec notamment des chiffres. Le bilan qui est fait, d'ailleurs, l'élite de cette partie s'est réunie ce week-end. On parle par exemple de plus de 300 personnes enlevées, 500 000 francs CFA, 500 millions pardon, de francs CFA de rançon payés et 8 000 têtes de bœufs perdues. C'est quand même un bilan lourd. Oui, très lourd. En même temps, juste pour souligner que nul n'est au-dessus de la loi, que ce soit le maire Kwemo, que ce soit le Camerounais lambda, tant qu'on commet des actions, il est clair que la justice doit sévir. Bernard l'a souligné tout à l'heure, on fait confiance en notre justice. Si les faits qui lui sont reprochés, en fait, s'il ne s'y connaît pas, je crois que la justice va faire son travail, il sera libre dans les heures ou dans les jours à venir. Pour ce qui est du dossier de la Damawa, en fait, le dossier a ressurgi simplement parce que les élites ont pris en bras le corps ce problème. Je vous rappelle que le maire de le maire, je crois, de l'une de ces localités avait porté l'affaire auprès du gouverneur de région qui avait estimé en réalité que le maire exagérait et que les problèmes pouvaient se gérer en interne. Il n'avait pas souhaité que cela sorte au grand jour, mais quand même, la situation est assez alarmante quand même. Vous avez souligné tout à l'heure 300 personnes enlevées, cela fait un peu trop. Pour ce qui est d'une seule région, il fallait vraiment que les élites s'asseyent pour qu'elles trouvent ensemble une solution peut-être pour juguler définitivement cette crise-là. Parce que quand on parle des enlèvements, on parle de rançon. Et quand on parle de rançon, vous avez lu les chiffres, 500 millions de francs CFA. C'est énorme. C'est de l'argent qui n'est pas versé par l'État, il faut le souligner, c'est l'argent versé généralement par les familles pour acheter parfois la liberté de leurs proches. Donc, vivement que l'État prenne la mesure en l'ampleur du problème et que solution soit trouvée rapidement de ce côté. Alors, il n'y a pas que Mutation qui parle de ce sujet. Il y a également l'Élucel qui est revenu parlant de l'élite d'Adamawa qui monte au créneau contre l'insécurité. Et ça veut dire que si l'élite se retrouve, c'est dit qu'il y a un véritable souci désormais. Oui, c'est énorme et le bilan est lourd. 500 millions de francs de rançon, c'est beaucoup. Et les gens parlent même d'une somme minimisée. Parce qu'il y a des familles qui ont versé la rançon sans en faire état. C'est-à-dire que ça, c'est pour les familles qu'on a recensées. 8 000 têtes de bœufs qui ont été raptées par les ravisseurs et près de 300 personnes qui ont été arrêtées. Moi, je pense que le bilan est suffisamment lourd pour que les autorités en charge de la sécurité soient quand même interpellées sur la Damawa. Moi, je crois que l'élite a tout fait, a bien fait de tirer sur cette sonnette d'alarme. C'est une situation d'insécurité rampante qui sévit dans la région de la Damawa. Il vous souvient que à côté, en République centrafricaine, il y a une instabilité chronique qui a fait venir du côté du Cameroun certains réfugiés et certains séparatistes. Le Cameroun subit les secousses de cette insécurité. Voilà, les secousses de cette insécurité. Il faut vraiment que les autorités en charge de la sécurité sécurisent effectivement la zone de la Damawa. Parce que le bilan est vraiment lourd. Le bilan est vraiment lourd et il est question ici qu'il soit sécurisé. D'accord. Alors, pendant que la Damawa, l'élite de la Damawa monte au créneau contre l'insécurité, on va lire également dans le quotidien Le Messager, partage du gâteau national. On voit bien que le Messager est revenu sur cette question. Le Septentrion et Paul Biya en désaccord désormais. Donc, après le mémorandum du 21 septembre dernier, une marche pacifique organisée samedi dernier à Gawa a été interdite
par les autorités. Pourtant, ce sont des jeunes qui voulaient faire entendre leur voix, la suite notamment de ces nominations, de ces réaménagements du gouvernement. Ils attendaient qu'il y ait justement un partage aussi équitable. Selon le résultat de la présidentielle. Oui, mais vous conviendrez, on le souligne ici la dernière fois, avant que ce réaménagement ne survienne, on avait effectivement, au regard des chiffres, estimé que la partie septentrionale du pays devrait quand même engranger beaucoup de postes ministériels au niveau des directions générales des sociétés d'État. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Leurs revendications, leurs appels de pied, leurs cris de cœur n'ont pas été écoutés par le président, par le chef de l'État. On ne sait pas pour quelle raison, mais pourtant tout le monde sait au regard des résultats qui ont été communiqués au lendemain de l'élection du 7 octobre 2018 que la partie septentrionale a contribué au moins à 40% à la victoire du président de la République. On ne comprend pas pourquoi cette partie est toujours minimisée. Je vous rappelle en même temps que c'est dans cette partie du pays qu'on parlait tout à l'heure de 300 enlèvements. On parlait de plus de 500 millions d'argent versés aux ravisseurs. C'est dans cette région qu'on parle généralement d'insécurité, qu'on parle en même temps de sous-scolarisation avec, vous savez, comment cette région était un terreau fertile pour Boko Haram, qui a suffisamment recruté au sein du corps social de ce côté, simplement parce que les écoles ne sont pas suffisamment équipées. Et quand bien même ces écoles existent, les efforts ne sont pas faits pour permettre à cette région d'avoir le meilleur. Et même au niveau des infrastructures routières, vous savez que les routes n'existent pratiquement pas de ce côté. Donc il était, pourquoi pas, idoine pour cette partie du pays. Je vous rappelle que c'est la seule zone où le chef de l'État s'est rendu pendant la période électorale, pendant la période de campagne, pour battre campagne. C'est la seule localité, malheureusement, qui pour l'instant, au regard du partage du gâteau national, ne s'en sort pas assez loti. Voilà. Donc aujourd'hui, en ce cas, on va dire que c'est un désaccord entre Paul Biya et le Septentrion. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, est-ce que la distribution des cartes, est-ce que le nombre de ministres alloués à une partie est proportionnel au suffrage exprimé par rapport au candidat victorieux? Est-ce que c'est cette logique-là qui guide? Mais on sait une chose, c'est que le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire. C'est lui seul qui a les clés de répartition des ministres. Voilà ce qu'on sait de prime abord. Bon, maintenant, on est surpris de savoir qu'une marche organisée, une marche pacifique, soit interdite. Parce que c'est généralement les marches des partis d'opposition qui sont interdits ici parce qu'ils ne sont pas dociles ou autres là. Mais aujourd'hui, on organise une marche pacifique. Certainement le soutien pour le peu qu'on a pu avoir comme ministre. C'est une marche de contestation. On a refusé cette marche. On dit une marche pacifique. On n'a pas précisé que c'est une marche de contestation. En réalité, c'était cela le contenu. On a dit une marche pacifique. En fait, cette marche venait à la suite du mémorandum qui a été septembre publié. Voilà. Donc, moi, je pense que la seule personne qui peut répondre à ces préoccupations, c'est le président de la République. C'est lui qui nomme. C'est lui qui sait pourquoi il nomme, comment il nomme, qui il nomme. Alors, mais en même temps, cela donne quand même aux populations de cette partie du pays parce que je vous rappelle que le Septentrion, c'est l'une des zones les plus vastes du Cameroun, de comprendre en fait que si le partage du gâteau national n'est pas équitable ou n'est pas proportionné au travail abattu sur le terrain, il est plus que jamais temps pour ces populations-là, pourquoi pas de tourner le dos à celui à qui ils font généralement confiance, parce que ce n'est pas la première fois que cela survient, et quand bien même il y a quelques mouvements dans ces parties du pays, il n'y a pas renouvellement des cadres. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Regardez le gouvernement du 4 janvier 2019, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes têtes, au point où il n'y a même pas un renouvellement de la classe politique. C'est pour cette raison que les jeunes commencent à ronger le frein. Ils veulent également, pourquoi pas, être impliqués dans la gestion des affaires du pays. Mais si tel n'est pas le cas, je crois que quand les résultats sont là,
vivement que les uns et les autres tirent les conséquences. Je continue à croire que c'est l'une des zones qui mérite d'être suffisamment appuyée, encadrée. Je vous rappelle qu'il y a même eu un plan d'urgence triennal qui a été lancé pour cette partie du pays, simplement parce que le chef d'État lui-même est conscient qu'il faut faire bouger les lignes de ce côté. Alors, les jeunes, on a injecté quand même des jeunes dans le secteur de décision, dans l'administration et autres. Même si on va dire que c'est à dose homéopathique, comme certains. On a injecté les jeunes, mais ce n'est pas suffisant. Tout se passe comme s'il y a une sorte de momification des ministres par leur maintien pendant très longtemps aux affaires. Et donc, c'est des situations qui frustrent les jeunes. Or, mais on est en régime démocratique. L'occasion est donnée aux jeunes de changer les choses. Dans un régime démocratique, on change les choses par les urnes. Les inscriptions sur les... Moi, je ne suis pas... Les inscriptions sur les listes électorales ont commencé. Ça commence là. C'est en janvier, aujourd'hui en janvier là que ça commence. Oui, mais on peut s'inscrire et ne pas aller voter aussi, comme vous le savez. Mais il faut s'inscrire et aller sanctionner. Il faut inscrire et aller sanctionner dans l'urne. Voilà la seule formule en démocratie. Ce n'est pas de crier et de dire que bon, mémorandum, et voilà, nous ne sommes pas. Il faut participer à l'action politique pour prétendre avoir les dividendes. Très bien. Alors, donc, le Septentrion et Paul Biya en désaccord, c'est ce que dit le messager de ce matin, mais le quotidien de l'économie se pose une question également parlant du pouvoir exécutif. Dit et non dit donc des nominations de Paul Biya, par quel réseau il faut passer pour devenir directeur général ou ministre dans cette République? Comment je peux répondre à cette question? Le quotidien ou l'économie quotidien, c'est pourquoi ce titre a été choisi. Mais je continue à croire quand même que Bernard l'a souligné tout à l'heure, le chef de l'État est le seul à détenir encore ce pouvoir discrétionnaire. C'est vrai quand même qu'à la sortie de ce gouvernement ou du gouvernement du 4 janvier dernier, tout a été dit. Les uns et les autres ont laissé entendre que ce gouvernement n'a pas été formé par le président Biya, mais s'il ne l'a pas formé et qu'il a formé, je crois quand même que c'est à lui que revient cette prérogative. Chacun va de son latin pour désigner tantôt sa femme, tantôt la première dame, je veux dire, mais en même temps qui est son épouse, tantôt le secrétaire, le ministre d'État, désormais secrétaire général de la présidence de la République, tantôt ses proches. En réalité, chacun peut dire ce qu'il a à dire, mais toujours est-il qu'au bas du gouvernement, c'était la signature du président du chef de l'État. Donc, on reste convaincu qu'il est le seul à savoir pourquoi. Maintenant, est-ce qu'il faut appartenir aux loges? Est-ce qu'il faut être l'ami de tel autre ministre ou tel? On ne sait pas du tout. Il y a un journal que vous n'avez certainement pas lu, l'anecdote qui souligne que Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, souligne à eu à dire que c'est lui qui a fait maintenir Jacques Famendongo et promu d'ailleurs. C'est lui qui a fait nommer tel ou tel autre. On n'en sait pas grand-chose. Toujours qu'ils ne sont pas dans leur réseau pour savoir exactement ce qui se passe et comment cela se passe. Alors, il faut appartenir à quel réseau? C'est le journal qui pose la question. Oui, en fait, le journal essaie de parler de ça. Pour être nommé au Cameroun, il faut certainement appartenir à un réseau. Mais lequel donc? Il y a des réseaux visibles et des réseaux invisibles. Moi, je ne peux pas en tenir qu'au réseau visible. Il faut peut-être appartenir au G20. Par exemple, il faut appartenir au G20 pour être ministre. Voilà un réseau visible que tout le monde a vu, appartenir au G20, et puis on est ministre. Voilà. Non, mais il n'a pas démérité, ça, il faut le dire. Je crois qu'il a été l'un des soutiens les plus inconditionnels du président Paul Biya au cours de cette élection-là. On a vu Maître Momo aller même au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Je me rappelle, on a fait quelques plateaux, même ici à Equinox Soir. Il allait au-delà, d'aucuns même disent qu'il allait au-delà même de l'humiliation pour avoir droit à cette faveur. Je crois quand même qu'il a un poste assez stratégique. Il est ministre délégué. C'est un avocat, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. C'est un avocat international. Il a un pedigree assez important
au niveau de la défense des droits de l'homme. On espère quand même qu'il apportera du sien dans l'édification de ce ministère-là. Mais pour ce qui est des réseaux, je continue à croire que c'est très compliqué. Alors, il a dit c'est un magistrat et un avocat, donc c'est une complémentarité dans ce département ministériel. Donc, on peut lire également dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin, dit et non dit donc des nominations de Paul Biya, dans quel, ou alors pour quel réseau il faut appartenir pour bénéficier de cette nomination. Bon, mais puisqu'on parle de nomination, il y a le journal Le Soir hebdomadaire qui parle de l'opération Épervier pendant que les gens cherchent à entrer dans le gouvernement. Il y a d'autres qui vont être rattrapés par l'opération Épervier. On parle bien entendu d'anciens ministres, anciens directeurs généraux également. Certains ont même déjà vu leur passeport retiré, c'est ce que dit le journal. C'est généralement le rituel qui mène à Kondengui. Je crois que, bon, le journal le dit, ils ont leur source d'information. On est ministre, on est déchargé de sa fonction de ministre, on saisit... On est guetté par l'opération Épervier. On saisit le passeport et puis on passe au tribunal criminel spécial et après on se retrouve à Kondengui. C'est le rituel, c'est le chemin à parcourir. Bon, maintenant, est-ce que dans les faits, c'est cela qui prévaut aujourd'hui? Le journal dit, on peut faire confiance au journal, aux investigations de ce journal-là et on attend de voir. Ces pensées du régime bientôt interpellées. En réalité, c'est la caractéristique des républiques bananières, parce que dans un pays sérieux, on n'a pas besoin, une fois déchargé de son poste de ministre ou de directeur général, se retrouver dans une quelconque prison. Non, on n'a pas besoin de cela. En réalité, si les gens mettaient au devant de la scène leur patriotisme, l'intérêt commun, parce que quand on parle de la République, on parle quand même de la gestion de la chose publique ou commune, je crois qu'il n'y aurait pas ce genre d'analyse. Est-ce qu'on ne devrait donc pas refuser, lorsqu'on est proposé d'être nommé ministre ou directeur général? On n'a pas besoin. En réalité, il faut se mettre au service. Il faut se mettre au service. Quand je vois des gens fêter après une nomination, je crois que ce n'est pas important parce que en réalité, c'est un gros travail. Merci à vous, chers messieurs. C'est le premier jour de la semaine, la première édition de la revue des Grandes Unes. C'est la fin. Allez, à vous de jouer votre partition, c'est-à-dire aller en kiosque et vous procurer un journal et autre parfum de l'actualité. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.